et à tous, merci d'être avec nous pour ce premier Viséo Tech Hour de l'année. Aujourd'hui, on a Victor Malo et Baptiste Perrier qui nous présentent comment faire disparaître YouTube, retour sur le protocole BGP. Si jamais vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à les poser, on les traitera à la fin du talk. Je vous en prie. Bonjour à tous, moi c'est Victor Malo, je suis Cloud Software Engineer, je déploie majoritairement des applis en .NET sur Azure et j'accompagne aujourd'hui Baptiste Perrier pour vous présenter le protocole BGP. Je te laisse te présenter Baptiste. Bonjour, je suis Baptiste Perrier, je suis stagiaire en développement back-end chez Viséo et donc je vais faire cette présentation avec Victor Malo. Donc dans un premier temps, on va vous présenter ce qu'est le protocole BGP, vous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne, à quoi est-ce qu'il sert et vous présenter globalement comment les routeurs interagissent entre eux dans ce cadre-là. Ensuite, je vous parlerai de ce qui s'est passé entre le Pakistan et YouTube en 2008. Puis on reviendra dessus pour le troisième point et en expliquant des solutions potentielles pour éviter ce genre de situation à l'avenir. Et pour finir, on parlera d'une solution qui a été choisie par les registres internationaux pour régler ce problème, pour finir avec une conclusion expliquant un peu ce que vous pouvez faire de votre côté pour vous protéger de ça. Donc avant de parler de BGP, on va parler un peu d'Internet. Sur Internet, chaque système est identifié par une adresse, on parle d'adresse IP. La majeure partie d'entre vous doit connaître, avoir déjà vu des adresses IP et c'est à quoi ça sert. Majoritairement, c'est juste pour identifier une machine. Le challenge maintenant, c'est comment communiquer avec cette machine connaissant son adresse IP. Donc, sachant que la communication est possible entre tous ces systèmes et qu'on a des câbles qui sont tirés ou un satellite ou n'importe quelle manière de communiquer qui est possible dans ce système, il faut savoir quel système sera attribué quelle adresse et comment aller d'un système à l'autre. Donc BGP, c'est un peu le protocole de routage d'Internet et chaque attribution d'adresse dépend en réalité du contexte dans lequel on se trouve. Vous connaissez sûrement certaines adresses que j'ai listées ici à l'écran, donc sur une plage d'adresses données. Vous connaissez peut-être l'adresse IP de bouclage 127.0.0.1, qui est celle de votre réseau interne. Vous avez aussi des adresses privées qui sont celles d'un réseau qui peuvent être celui de votre entreprise ou votre réseau interne chez vous avec votre box de fournisseur internet. Donc j'ai listé ici 2 plages d'adresses, mais vous connaissez sûrement pas la 4e plage d'adresse que j'ai listée, qui est en réalité une des plages d'adresses de Google pour héberger YouTube. Donc, comment on va découper toutes ces adresses? Je vous ai déjà dit que certaines adresses étaient réservées. Donc, vous avez une sorte de camembert à droite avec une petite partie grise. En fait, c'est toutes ces adresses-là, les adresses de bouclage interne, les adresses de réseau privé. Tout ça, c'est des adresses qui sont réservées qu'on ne peut pas utiliser sur l'Internet public. Après, vous avez une partie des adresses qui sont réservées pour des raisons historiques. Voilà, donc c'est quand même une grosse partie des adresses IP. Et vous avez le reste, donc à peu près la moitié, qui doit être dispatché entre les différents pays, sur les différents continents. L'entité en fait qui va gérer ça, c'est l'IANA, Internet Assigned Numbers Authority, qui fait partie de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, l'ICANN, et qui va en fait découper toutes ces adresses et qui va les donner à différents registres internet régionaux. Donc là, vous en avez, en fait, ils sont tous listés à l'écran et vous avez à peu près une répartition géographique de chaque registre. Notre registre, donc qui est celui en jaune par-dessus la France, c'est l'RIPE NCC, donc c'est réseau IP européen Network Coordination Center. Et ce réseau IP contient à peu près 13,7% des adresses IPv4 mondiales. Donc l'IANA va distribuer des plages d'adresses à des registres internet régionaux. Ces registres internet régionaux peuvent distribuer des sous-plages d'adresses à des registres internet nationaux. Ce n'est pas le cas nous en France. Notre cher RIPE-NCC distribue directement
des sous-plages d'adresses à des registres Internet locaux. Et ces registres Internet locaux, ça peut être votre fournisseur d'accès Internet, donc Free, Orange, SFR, peu importe. Ça peut être une entreprise qui a besoin d'avoir des adresses IP ou une académie. Voilà. Donc tout ça, en fait, toutes ces grosses structures qui vont avoir besoin d'adresses IP pour être visibles sur Internet. Donc tout ça, c'est payant. Donc Liana distribue toutes ces adresses au RIR. Les RIR les distribuent à des NIR ou directement au LIR. Et sous ces registres d'Internet locaux, donc sous ces fournisseurs d'accès, académies, entreprises, on a ce qu'on appelle des systèmes autonomes, des autonomous systems. C'est pour ça qu'on parle d'AS. Donc chaque AS a à son tour une plage d'adresses qui lui est dédiée. Et chaque AS a un nombre, donc un numéro en fait, qui lui correspond. Donc maintenant qu'on a nos trois autonomous systems, on peut voir qu'on a chaque autonomous system qui a un nombre. Donc là, on a l'AS 200, l'AS 400, l'AS 300, bref. Chaque autonomous system a une plage d'adresse qui lui est attribuée. Et maintenant qu'on a tout ça, on a du coup la capacité dans chaque autonomous system de donner une adresse IP à n'importe quelle machine qui s'y trouve. Mais on aimerait bien, au-delà de communiquer à l'intérieur de cet autonomous system, pouvoir communiquer entre ces autonomous systems. Donc, il faut trouver un moyen de communiquer dans le monde entre tous ces autonomous systems, trouver un protocole, une solution pour pouvoir dialoguer sans, on va dire, confusion. Il faut que ce soit clair et il faut qu'on sache où on aille. Donc pour ça, il y a le protocole BGP. Donc, une fois qu'on a nos autonomous systems qui ont été mis en place, chaque autonomous system va avoir ce qu'on appelle un border router. Donc c'est le logo gris qu'il y a dans chaque autonomous system. On appelle ça un border router parce qu'en fait, c'est notre point d'entrée et de sortie avec le monde extérieur. Donc là, j'ai donné un exemple. Chaque autonomous system a un border router qui commence par l'adresse IP de sa plage d'adresse .1. Et j'ai représenté différents liens. Donc en fait, ça, c'est des liens physiques. Ça peut être des liens satellites, ça peut être un câble fibre tiré dans l'océan, ça peut être un simple câble tiré d'un AS à l'autre. Voilà. Ça ne représente aucunement la distance, ça ne représente aucunement le débit. C'est juste un lien entre un AS et un autre. Donc maintenant, une fois que les connexions sont établies, on a envie que le protocole en fait, avec une adresse IP donnée, notre protocole BGP soit capable de nous dire où est-ce qu'on doit aller une fois qu'on a rentré youtube.com, qu'on a eu notre résolution de domaine qui a eu lieu et qu'on du coup on a une adresse IP. Comment BGP, donc le protocole de dialogue entre les autonomous systems, va nous dire il faut que tu ailles vers cet autonomous system-là ou vers l'autre. Donc notre petit routeur, il va devoir choisir entre deux autonomous systems. Donc là, c'est les carrés en réalité. On a un autonomous system qui contient une plage d'adresse un peu plus large que celui qui est en dessous. Et pourtant, l'adresse IP qu'on recherche fait partie des deux. Donc, comment on va dire va vers l'un ou vers l'autre? Et bien BGP, il est assez intelligent pour dire la plage d'adresse que je vois au-dessus est plus restrictive, donc je vais aller chercher ce que tu essayes d'accéder là-bas. Et BGP, il est capable de faire ça. Maintenant que Victor vous a présenté comment fonctionnait le protocole BGP, on va pouvoir s'intéresser à ce qui s'est passé en 2008. Donc en 2008, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, YouTube s'est retrouvé inaccessible partout dans le monde pendant près de 2 heures. Tout ça à cause d'un opérateur du Pakistan, de l'opérateur du pays du Pakistan. Ça paraît inhumain parce qu'à l'époque, le Pakistan comptait autant d'habitants que YouTube comptait d'utilisateurs. Donc c'est quand même assez étonnant. Le Pakistan n'est pas particulièrement connu pour avoir des hackers gouvernementaux qui sont très forts. Donc ça paraît assez étonnant. En réalité, ce qui s'est passé, c'est juste une erreur de configuration. Alors, une grosse erreur de configuration parce que pour rendre inaccessible une des plus grosses plateformes au monde pendant 2 heures, c'est quand même une sacrée erreur de configuration. Mais en réalité, il y avait 2 caractères de différence qui ont rendu YouTube inaccessible partout dans le monde. Si on regarde un peu sur une carte, on a le Pakistan qui se trouve juste ici et PTCL, donc leur opérateur. PTCL, à 18h47 le 24 février, décide de bloquer YouTube sur ordre du gouvernement pakistanais. Pour ce faire, il déclare une nouvelle route pour
rediriger tous les utilisateurs pakistanais qui demandaient YouTube vers un trou noir. Donc c'est un point dans lequel toutes les requêtes sont envoyées et disparaissent sans même prévenir l'utilisateur qui a envoyé la requête que sa requête a disparu. Le problème dans cette histoire, c'est que YouTube déclarait une plage d'adresses de 1024 adresses pour accéder à son serveur et accéder au service de YouTube. Et le Pakistan a déclaré une plage de 256 adresses. Donc comme on l'a vu juste avant, évidemment, quand la plage est plus faible, elle va être prise en priorité. Le souci ici, c'est qu'on a un deuxième acteur qui a fait une erreur ici, c'est PCCW, qui possède un border router qui apparaît au border router de PTCL. Et le souci, c'est que quand PTCL a annoncé à PCCW qu'il possédait la route pour accéder à YouTube, plutôt que de se poser la question sur le fait que ce soit assez étonnant que les serveurs de YouTube se trouvent au Pakistan, PCCW s'est dit que comme le chemin était plus faible, la route était acceptée. On n'avait pas de filtre pour filtrer ça. Comme PCCW est un gros opérateur et a beaucoup de routeurs appairés à son AS, il a très rapidement diffusé la règle partout dans le monde et on s'est retrouvé avec les requêtes du monde entier qui étaient redirigées vers le routeur pakistanais et envoyées dans le trou noir qui faisait disparaître les requêtes, rendant le site donc inaccessible. Évidemment, YouTube a réagi relativement vite. Donc, comme on le voit là sur la frise, 18h47, YouTube est rendu inaccessible partout dans le monde. À 20h07, donc 1h20 après le début de l'attaque, YouTube réagit et annonce une nouvelle route pour permettre au trafic de revenir vers chez eux. Ils annoncent la même route que PTCL, de manière à ce que toutes les personnes qui sont plus proches d'eux soient redirigées vers leur système. C'est une deuxième règle qu'utilise BGP, c'est que après avoir décidé par rapport à la précision de l'adresse qui est donnée, on va décider par rapport à la proximité. On va essayer de prendre le chemin le plus rapide sur le réseau. Donc, grâce à ça, toutes les personnes qui se trouvaient aux États-Unis, qui se trouvaient sur un réseau relativement proche de YouTube, étaient renvoyées vers YouTube, mais pas tout le monde. Toutes les personnes en Asie qui se retrouvent dans le même RIR que PTCL ont été quand même redirigées vers PTCL. Du coup, 11 minutes plus tard, YouTube annonce à nouveau une nouvelle route, encore plus petite cette fois-ci, avec le masque /25 qui contient 128 adresses IP. Et grâce à ça, la plupart des pays du monde et des gens qui envoyaient des requêtes vers YouTube ont pu réaccéder au site internet. Et c'est seulement à 21h ce jour-là que PCCW, l'opérateur hongkongais dont on a parlé tout à l'heure, a décidé de supprimer la route qui avait été annoncée par PTCL de sa table de routage, ce qui a permis de rétablir le réseau partout dans le monde. Maintenant, on va passer à une démonstration. L'objectif de la démonstration, c'est simplement de vous montrer comment est-ce que ça s'est passé en réalité par rapport au routeur. On ne va pas forcément rentrer trop dans les détails pour éviter de rendre les choses très compliquées. Donc ici sur le schéma, on voit la S42 qui correspond à un réseau local. Vous êtes chez vous, vous avez votre ordinateur portable. Ici, on a votre fournisseur d'accès Internet, donc dans la S100, qui est le routeur qui va vous rediriger vers un site ou un autre. Ici, on va avoir la personne qui possède le site Internet qui nous intéresse. Donc, on veut accéder à ce site web, on va passer par ce routeur, il va nous renvoyer vers son serveur qui va nous donner la page web. Et ici, on va avoir notre attaquant dont l'objectif, ça va être de contourner le trafic. Donc, dans un premier temps, on a notre routeur qui va annoncer une route et qui va nous permettre d'accéder au bon site internet. Mais il annonce la route avec le masque /22 comme YouTube qui contient les 1024 adresses. Et ici, malheureusement, on va annoncer la route avec un masque /24 après. Et donc, normalement, ça devrait bypass la route qui avait été annoncée au départ et le trafic sera redirigé vers le mauvais serveur. Donc, dans un premier temps, on va essayer d'accéder au site internet en rentrant l'URL 213.111.0.11. On est bien sur le bon site internet. Il y a marqué bon site internet, donc c'est forcément le cas. Maintenant, si on veut s'en convaincre, on va rentrer la commande traceRT avec l'IP qui nous intéresse pour essayer de voir ce qui se passe réellement sur le réseau. Donc là, on va avoir la liste des rebonds qui sont faits pour accéder au serveur. On a bien la première IP qui est ici, c'est notre routeur à nous. Donc, le paquet va partir vers ce routeur. La deuxième correspond à notre fournisseur d'accès Internet. Jusque-là, tout va bien. La troisième correspond bien au 152.123.3.2, donc ce routeur-ci. Puis enfin, à l'adresse qui nous intéresse. Parfait, on a réussi à accéder à notre site Internet, tout va bien. Maintenant, imaginons qu'un attaquant veut contourner le trafic pour nous envoyer vers son site Internet. Donc ici, on se retrouve du côté de l'attaquant sur son routeur 2. On va d'abord lui dire qu'on veut configurer notre autonomous system et annoncer un nouveau réseau. Donc on va annoncer la même plage, mais ici on va changer le masque. Donc là, ce que je suis en train de taper ici, ce que je suis en train de taper juste ici, c'est le masque réseau
Donc c'est une deuxième manière de marquer un masque réseau avec le 255.255.0. Donc ça va annoncer 256 adresses entre 0 et 255 juste ici. Donc une fois que j'ai rentré cette commande, normalement, maintenant que j'essaie d'accéder à mon site internet, je ne devrais plus pouvoir y accéder. Effectivement, raté encore. Effectivement, quand j'essaie d'accéder au site internet, je me retrouve sur la mauvaise page web, pardon. Je me retrouve bien sur la mauvaise page web, le site qui a été hijack. Donc on va refaire la même commande que tout à l'heure pour voir ce qui s'est réellement passé sur le réseau, comprendre ce qui nous est arrivé. Donc je vais juste rentrer exactement la même commande, elle va nous afficher à nouveau les rebonds. Et donc ici, on a bien en haut les mêmes adresses IP, on est bien passé par le routeur 0 et par le routeur de l'ISP. À l'arrivée, on est bien supposément sur le bon serveur, mais entre deux, on voit bien qu'on est au 152.123.2.2. Donc la requête a été renvoyée vers ce routeur puisqu'il était considéré comme prioritaire. Maintenant, Victor va vous parler un peu plus de comment est-ce qu'on peut se prémunir de ce genre d'attaque. Merci Baptiste pour la démo. Attends, je m'entends en double, j'essaie de te mute. Merci. Donc en fait, voilà, donc on vous a exposé 7 règles en particulier que le Pakistan a exploité involontairement lors de cette redirection et qui a été répliquée partout dans le monde, mais c'est pas la seule. PGP contient d'autres règles, c'en est l'une d'elles. En réalité, on vous a pas dit, mais il y en a une trentaine. C'est trié par ordre de priorité. Et cette règle-là, eh ben, elle fait défaut à BGP et on aimerait bien pouvoir s'en prémunir. Donc, suite à ça, on pourrait penser à plusieurs solutions. Une des solutions auxquelles on a pensé, ce serait en fait d'avoir des routes statiques. Malheureusement, c'est impossible parce qu'en fait, Internet, c'est pas comme le monde. C'est-à-dire qu'une adresse ne reste pas au même endroit. Une adresse IP peut être donnée à quelqu'un d'autre. Donc, la carte, cette information de la route, elle va changer en fait en fonction de l'attribution de l'adresse. Voilà. Donc c'est pas possible de faire ça. On ne peut pas stocker les routes BGP de manière statique. Une autre idée, ce serait d'interdire ou d'ignorer les petits autonomous systèmes d'annoncer leur route. Donc si la route est trop restrictive, on va penser à un hijack et donc on va se prémunir de ce hijack en refusant l'annonce. Le problème, c'est que si on fait ça, on peut plus découper internet correctement et on se retrouve avec la nouvelle question: qu'est-ce qu'un petit AS? Qu'est-ce qu'un gros AS? En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, on va nulle part. Donc c'est pas possible de faire comme ça. La dernière solution, c'est, une des propositions auxquelles on a pensé, ce serait de gérer les adresses IP sans utiliser de masque. Donc en fait, on ne parle plus d'autonomous system, on parle littéralement d'adresse IP, on ne parle plus de plage d'adresse IP, on parle d'IP en elle-même. Donc en fait, c'est comme la proposition numéro 1, mais en pire. Donc c'est beaucoup trop lourd, impossible pour un routeur de stocker ce genre d'informations, on va pas pouvoir s'en sortir. La dernière proposition, ce serait peut-être de mettre en place un système de sécurité basé sur la confiance. Et je vais laisser Baptiste vous présenter ce concept au niveau de BGP. Cette solution, qui est définie dans un certain nombre de normes, est la solution BGPsec, qui consiste à utiliser ce qu'on appelle RPKI. Donc RPKI qui veut dire ressources publiques key infrastructure, dont le principe, c'est de rendre accessibles des clés publiques qui permettent de faire le lien entre un fournisseur d'accès Internet et une plage d'adresse IP. Pour ça, on a notre fournisseur d'accès Internet juste ici sur le schéma, qui possède une plage d'adresse IP, qui correspond à des sites internet, à des serveurs, etc., et qui veut les protéger et qui veut s'assurer qu'il n'y a qu'elle qui peut annoncer cette plage d'adresse. Pour ce faire, elle va faire appel à un CA, Certificate Authority, qui est une instance qui a le droit de délivrer ce genre de certificat. Donc dans notre cas, ces certificats s'appellent ROA. Et en général, les Certificate Authority, ce sera plutôt les RIR dont on a parlé juste avant, donc les registres Internet régionaux. Une fois que ce CA a validé la requête, il va publier le ROA sur ce qu'on appelle un publication point, qui est une base de données publique qui permet de référencer ces certificats et derrière de faire les vérifications dont on a besoin.
Quand un border router va recevoir une nouvelle route, qu'il a implémenté ce système RPKI, on va utiliser ce qu'on appelle RTR, qui est le protocole qui est utilisé pour vérifier ces routes. Un routeur, c'est un tout petit appareil, ça a peu de puissance, donc on ne peut pas se permettre de faire des calculs cryptographiques dessus. Ça ralentirait le trafic énormément, donc on va se servir d'un serveur, un RPKI, ce qu'on appelle un RPKI cache, qui lui s'occupe de récupérer les ROA de manière régulière sur les publication points, et quand un border router lui en envoie la demande, de faire un ROV, donc de valider la route ou de l'invalider par rapport au certificat qui lui a été fourni. Pour ce faire, soit elle valide la route parce que ça correspond au certificat, soit elle la rend invalide parce que le préfixe est trop long, donc on a trop peu d'adresses IP par rapport à ce qui a été annoncé, ou alors elle peut dire qu'elle ne connaît pas cette route, donc elle ne possède pas de certificat, et dans ce cas-là, la route va être considérée comme valide puisqu'on n'a pas envie de bloquer tout le trafic d'Internet si jamais la route est inconnue. Donc, dans la démonstration que j'ai fait juste avant, comment est-ce que ça se serait passé si on avait implémenté BGPsec? On a toujours le même système que tout à l'heure. Celui-ci va annoncer sa route, celui-ci va tenter d'annoncer sa route et on va voir ce qui se passe. Le routeur 3 essaie d'annoncer la route, donc le 213.111.0.0/22. Il possède un ROA, il a fait sa demande pour avoir son certificat. Il va donc l'annoncer au fournisseur d'accès Internet. Le fournisseur d'accès Internet va donc demander au cache de valider ou d'invalider la route. Comme le certificat correspond à la plage d'adresse qui est fournie et le numéro de l'AS est bien le numéro de l'AS qui est annoncé sur le certificat, la route va être validée. Cependant, dans le cas du routeur 2, il va y avoir deux choses qui vont rentrer en compte. Dans un premier temps, le préfixe est trop grand, donc la route sera invalide. Et en plus de ça, le numéro de l'AS n'est pas le bon numéro, donc la route sera 2 fois invalide. Par contre, dans le cas où le routeur 3 n'aurait pas annoncé, n'aurait pas créé de certificat, même si le routeur ISP implémente ce protocole-là, il ne va pas invalider la route du routeur 2 puisqu'elle est inconnue et qu'on n'a pas envie d'empêcher un fournisseur d'accès Internet, quelqu'un qui possède un réseau Internet, d'annoncer ses routes, même s'il n'a pas forcément les moyens d'avoir ces certificats ou d'implémenter le protocole BGPsec. Donc, maintenant qu'on a implémenté BGPsec, tout devrait bien aller, le monde est beau, bah, pas forcément. D'un côté, on évite les erreurs de propagation, les erreurs de configuration, pardon, on évite qu'elles se propagent comme ce qui a pu se passer en 2008. Dans ce cas-là, si on avait eu ça, bah, la route aurait été directement invalidée par l'opérateur hongkongais. En plus de ça, ça nous permet d'assurer que la route est bonne, c'est-à-dire que bah, même si on annonce la même plage d'adresse, bah, si on n'est pas valide en tant qu'AS, qu'on n'est pas celui qui a fait la demande de certificat, on sera rejeté. C'est-à-dire que d'un côté, si j'annonce une route plus petite, elle sera refusée parce qu'elle est avec moins d'adresses, elle sera refusée parce qu'elle est plus petite. Et même si je suis plus proche d'un autre routeur ou d'une autre personne sur le réseau, je serai refusé aussi parce que je ne suis pas censé annoncer cette route. Cependant, ça ne permet pas de tout vérifier. Le certificat, il s'appelle ROA pour Route Origin Authorization, donc ça permet de vérifier l'origine, mais ça ne permet pas de vérifier toute la route. Il suffit que quelqu'un sur le chemin n'ait pas utiliser ce genre de système pour que la route puisse être contournée au milieu, permettant de réaliser des man in the middle pour surveiller le réseau ou de même détourner et jeter les requêtes en cours de route. En plus de ça, on est toujours vulnérable à un pair qui est corrompu, soit par volonté, soit par un pirate. On a quand même 4,9 milliards d'adresses IP, donc ça fait quand même énormément, on parle d'IPv4 ici évidemment, ça fait quand même énormément d'appareils qui pourraient être piratés. On a toujours énormément de routeurs qui pourraient être sensibles à une attaque. Et il suffit d'un routeur défaillant au milieu pour que la faille puisse être exploitée. On a pu le voir en 2022 où un groupe de hackers a détourné le trafic en direction d'un DNS qui donnait l'adresse IP d'un site de crypto-monnaie. Ils se sont servis de ce du trafic qu'ils ont détourné pour le renvoyer vers un autre DNS qui lui donnait la mauvaise adresse IP pour un site de crypto-monnaie. Et ça leur a permis de voler 250 000 €. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut faire, même si on ne peut pas forcément complètement se protéger? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, décider de reconfigurer BGP, on peut juste travailler sur se protéger nous-mêmes. Donc d'un côté, il faut se protéger. La faille dont je viens de parler juste avant, le piratage dont je viens de parler juste avant, la plupart des utilisateurs se sont fait avoir parce qu'ils ont cliqué sur une pop-up qui apparaissait sur leur écran. C'est-à-dire que le site vers lequel était redirigé n'avait pas de certificat et donc était un site HTTP et ils ont eu une pop-up sur leur écran leur disant que
il y avait un problème avec le certificat. Ils ont cliqué, ils sont quand même rentrés sur le site internet et ont donné leur identifiant. Donc il faut faire attention. Utiliser un site HTTPS, c'est super important. On le dit souvent, surtout pour les réseaux publics, mais c'est aussi vrai sur les réseaux privés. Votre réseau, il est privé tant que vous êtes chez vous. Mais dès que vous allez sur un site internet à l'extérieur, il est plus privé. Vous êtes devant tout le monde peut voir ce qui se passe. En plus de ça, c'est très important de s'informer. Il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Si vous êtes au courant qu'il y a un problème, vous pouvez éviter de vous faire avoir aussi. Et en plus de ça, il faut évidemment signaler. Énormément des RIR et énormément des fournisseurs d'accès à Internet ont des mails, ont des plateformes pour signaler ce genre de problème. Donc si vous détectez ce genre de problème, si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se passe de bizarre, il faut penser à signaler ces problèmes pour permettre à ce que le problème soit réglé et à ce que d'autres personnes ne se fassent pas avoir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. En effet, on va attendre 1 minute ou 2 si jamais il y a des gens qui ont des questions. Vraiment, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question, Jade. Vas-y. C'est une question pour Baptiste. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il y a actuellement sur ta diapositive que tu nous as mise là? Parce que c'est intéressant. Alors, juste ici, on retrouve une représentation d'Internet. Tous les points sont les AS qu'il y a sur Internet. Il y a un site Internet dont j'ai oublié le nom, mais qui permet de référencer tous les autonomous systems qui existent dans le monde. Et là, on a une représentation de tous ces autonomous systems. Donc, en soi, une photo d'Internet. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il y ait de questions pour le moment, j'attends encore un petit peu. Puis en attendant, du coup, je me permets aussi d'annoncer le prochain Viséo Tech Hour qui aura lieu du coup en février. Ce sera le 6 février, autour d'un sujet autour de JavaScript. Ah, il y a une question. Je vous la lis. On a vu le fonctionnement de BGP avec IPv4. Est-ce que BGP et BGPsec marchent de la même manière avec IPv6? Quid de l'IPsec avec BGP? Alors, pour ce qui est d'IPsec, j'ai pas lu de documentation sur IPsec, donc malheureusement, je vais pas pouvoir y répondre. Par contre, pour ce qui est d'IPv6, c'est le même fonctionnement. Ce sera des certificats qui seront évidemment beaucoup plus gros parce qu'on a beaucoup plus d'adresses possibles avec IPv6. Mais le fonctionnement est le même. Le but, c'est juste de donner un préfixe et de le stocker. Donc globalement, on peut faire la même chose avec de BGPsec avec IPv6 et c'est déjà implémenté aujourd'hui sur environ 50% des appareils dans le monde. Mais c'est fait séparément d'un côté pour IPv4 et de l'autre côté pour IPv6. Voilà. Ensuite, on a Rémi qui nous dit que pas de questions, c'était clair. Et il y en a S et une centaine de routeurs BGP. Je confirme la nécessité de la mise en place de BGPsec. Et je vois pas de nouvelles questions en attendant. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rajouter pour répondre un petit peu davantage à Damien, notamment sur le quid de l'IPsec avec BGP? Ah, bah, du coup, si vous n'avez rien à ajouter et que j'ai pas d'autres questions, c'est bon. Je pense qu'on peut clore ce Viséo Tech Hour. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi le talk euh, de Victor et de Baptiste. On se retrouvera le 6 février pour un sujet autour de JavaScript. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.